C'est l'heure des informations sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, le secteur touristique est en plein essor au Bénin et de bonnes performances ont été réalisées. C'est ce qui ressort de l'intervention du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts lors d'une émission télévisuelle. Au cœur de l'actualité internationale, après des discussions à Genève, les États-Unis et la Chine ont convenu d'une trêve dans le guet commercial. Les deux pays vont diminuer 115 points de pourcentage de leurs tarifs douaniers pendant 90 jours. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Dans le cadre de l'émission PHG 2021-2026, reddition de comptes, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a présenté un bilan exhaustif des réalisations accomplies depuis 2016 dans son secteur. Face aux attentes des citoyens et des investisseurs, le ministre a détaillé les avancées significatives en matière de valorisation du patrimoine, d'infrastructures touristiques, suivant un extrait de cet entretien. Nous avons, en ce qui concerne le tourisme, nous ciblons bien évidemment le tourisme balnéaire et lagunaire. Je pourrais y revenir, mais pour faire simple, grosso modo, la route des pêches, grosso modo, entre mer, entre océan et lagune, et également, vous avez Eldorado, PLM Alijo, donc ça, c'est ce que nous appelons le balnéaire et le lagunaire. Vous avez le tourisme autour de l'histoire, la mémoire et les traditions. On pourra y revenir, où on parle notamment de musées, on parle de sites patrimoniaux. Et vous avez le tourisme autour de l'art, la culture et la créativité. Là également, vous avez le musée de l'art contemporain, par exemple. Vous avez du tourisme nature. Le tourisme nature, c'est évidemment les parcs, même si là nous sommes un peu en difficulté pour l'instant, c'est Ganvier, c'est d'autres sites qui sont des sites de pleine nature. Vous avez, j'en avais parlé précédemment, ce qu'on appelle le MICE, c'est-à-dire les conférences, les meetings que les gens viennent faire, les réunions d'affaires en quelque sorte, et vous avez le tourisme religieux, notamment quand vous prenez le pèlerinage du christianisme céleste à Semempodji, c'est du tourisme religieux, sans dénier le fondement culturel et religieux, hein, ça s'appelle du tourisme quand même. Quand nous faisons les Vaudoudays, c'est du tourisme religieux. Quand nous faisons le pèlerinage marial de Dassazoumé, c'est du tourisme religieux. Donc ce champ également est assez important et nous y travaillons également. Finalement, c'est multidimensionnel. Absolument, absolument. Le tourisme que nous avons au Bénin, nous avons le potentiel pour pouvoir aller sur plusieurs segments du tourisme et c'est ce que je viens de décliner. Et vous verrez que dans chacun des segments, le Bénin a des atouts réellement pour pouvoir attirer un public, en tout cas une cible beaucoup plus large. Parce qu'en réalité, les Occidentaux, nous, quand on va en tourisme, pour la plupart, on va en tourisme parce qu'on va en famille. C'est également un type de tourisme et c'est très bien. Donc quand on va en famille, on ne choisit pas forcément la thématique. On dit, mon parent est dans tel pays, je vais aller le visiter. Et à la faveur de ça, on peut effectivement visiter le pays. Mais la plupart des touristes qui ont une démarche rationnelle disent, moi je veux plutôt aller découvrir l'histoire des pays. Et il va se déplacer pour ça. Quelqu'un va dire, non, moi je vais en affaires et je vais en profiter pour découvrir le pays. C'est tout cela qui explique les segmentations. Donc nous avons de quoi pouvoir toucher toutes ces cibles et leur donner satisfaction avec les potentialités qui sont les nôtres. Alors que dire du tourisme mémoriel alors? Le tourisme mémoriel est essentiel, il est important. Et quand j'ai parlé d'histoire, mémoire et tradition, c'est le tourisme mémoriel. Et ça, c'est niché principalement à Ouida. Et où nous avons, donc à Ouida, nous pouvons rivaliser avec les plus grandes destinations en la matière. Où nous avons les sites marquants de la traite des Noirs, notamment la place aux enchères, la route de l'esclave, l'offre muséale, puisque dans le fort portugais, il y a le mime,
donc le Musée international de la mémoire de l'esclavage. Donc tout cela, c'est du mémoriel et nous avons un certain nombre de sites également sur la route de l'esclave, le site de Zomaï, le site du mémorial de Zombodi, et nous sommes en train de faire des travaux importants au niveau de la plage pour le bateau du départ, où il y a un bateau grandeur nature qui est en train d'être construit pour pouvoir donner la possibilité aux visiteurs de se projeter un peu, si je puis dire, dans ce que vivaient nos parents qui étaient mis en esclavage. Dans un tout autre registre, à présent, 4 jours après son élection, le pape Léon XIV s'est exprimé ce lundi devant la presse internationale en audience dans la vaste salle Paul VI du Vatican. Il a plaidé en faveur de la protection du précieux bien de la liberté d'expression et de la presse. Suivons-le. L'Église doit accepter le défi de notre temps et, en ces temps, il ne peut exister de communication et de journalisme en dehors du temps et de l'histoire. Saint Augustin nous le rappelle en disant « Vivons bien et les temps seront bons, nous sommes les temps ». Et donc, merci pour tout ce que vous avez fait pour fuir les stéréotypes et les lieux communs à travers lesquels nous voyons souvent raconter la vie chrétienne et la vie même de l'Église. Merci parce que vous êtes parvenus à saisir l'essence de ce que nous sommes et à le transmettre au monde entier par divers moyens. Aujourd'hui, un des défis les plus importants est de pouvoir promouvoir une communication qui puisse nous faire sortir de la tour de Babel dans laquelle nous nous trouvons parfois, dans la confusion de langages dépourvus d'amour, souvent marqués par les idéologies ou les positions partisanes. Et donc, votre service, par les mots que vous utilisez, par le style que vous adoptez, est important. Comme vous le savez, la communication n'est pas que la transmission d'informations, mais c'est également la création d'une culture, d'environnements humains et numériques qui deviennent des espaces de dialogue et de discussion. Et en voyant comment la technologie évolue, cette mission devient de plus en plus nécessaire. Je pense en particulier à l'intelligence artificielle avec son immense potentiel, mais qui requiert de la responsabilité et du discernement pour s'assurer que ce soit un outil pour le bien de tous, qui puisse bénéficier à l'humanité entière. Cette responsabilité concerne tous, en accord avec l'âge et le rôle social de chacun. Chers amis, avec le temps, nous allons apprendre à mieux nous connaître. Nous avons expérimenté, nous pouvons le dire ensemble, des journées vraiment particulières. Nous avons partagé par tous les médias possibles, la télé, la radio, le web, et j'aimerais que chacun d'entre nous puisse dire que chacun a révélé une petite partie du mystère de son humanité et que chacun est resté avec un désir d'amour et de paix. Pour cela, je vous répète aujourd'hui l'invitation du pape François lors de son dernier message au sujet de la journée mondiale des communications sociales. Désarmons les communications de toute forme de préjugés et de ressentiment, de fanatisme et de haine. Libérons la communication de l'agression. Nous n'avons pas besoin de parler fort et fortement, mais plutôt d'une communication capable d'écouter et de recueillir la voix des faibles qui n'ont pas de voix. Désarmons nos paroles. Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la terra. Désarmons nos paroles et nous contribuerons à désarmer la terre. Une communication désarmée et désarmante
nous permet de partager une vue du monde et d'agir en manière cohérente avec la dignité humaine. Vous êtes en première ligne pour raconter les conflits et les aspirations pour la paix, les situations d'injustice et de pauvreté et le labeur silencieux de tant de personnes pour un monde meilleur. Pour cela, je vous demande de choisir avec conscience et courage le chemin d'une communication de paix. Merci à vous tous et que Dieu vous bénisse. Le Parti des travailleurs du Kurdistan a décidé de se dissoudre et de mettre fin à sa lutte armée. Cette annonce marque un tournant historique dans un conflit vieux de plus de 40 ans qui a fait des dizaines de milliers de morts et ouvre la voie à une possible résolution politique de la question kurde en Turquie. Le reportage. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, a annoncé ce lundi mettre fin à sa lutte armée et dissoudre son organisation après plus de 40 ans de conflit avec l'État turc. Cette décision, relayée par l'agence Firat, fait suite à un congrès tenu dans le nord de l'Irak et intervient après l'appel lancé par Abdullah Öcalan, le leader historique du PKK, détenu depuis 1999 sur l'île d'Imrali. Devlet Bahçeli, partenaire de coalition du président Erdogan, avait également évoqué la possibilité d'une libération conditionnelle pour Öcalan si le PKK renonçait à la violence et se dissolvait. Le PKK estime avoir mené la cause kurde vers une résolution démocratique et considère sa mission accomplie. La guerre semble terminée, mais la paix reste à construire avec des enjeux cruciaux, tels que la reconnaissance des droits des Kurdes, la réintégration des anciens combattants et l'avenir de Öcalan, dans un contexte régional complexe, marqué par des tensions persistantes au Moyen-Orient et des pressions sur d'autres groupes armés tels que le Hezbollah. Dans le jeu des négociations, Vladimir Poutine joue cette fois la carte de la bonne foi. Le président russe a proposé ce dimanche des discussions directes et sans conditions préalables entre la Russie et l'Ukraine à Istanbul, répondant à un ultimatum des alliés de Kiev. Dans les rues de Moscou, cette annonce suscite des réactions contrastées. Suivons. En Russie, Vladimir Poutine a surpris en proposant des négociations directes avec l'Ukraine sans conditions préalables dès ce 15 mai à Istanbul. Dans les rues de Moscou, les réactions sont partagées entre scepticisme et résignation. Les négociations étaient nécessaires dès le début, mais il me semble que la partie ukrainienne n'acceptera pas. Ils sont trop hostiles comme l'ensemble de l'Occident. À Kiev, Volodymyr Zelensky se dit ouvert aux discussions mais pose comme condition un cessez-le-feu total et immédiat, une position que certains critiquent. Les deux parties ne trouveront pas de compromis. Ce conflit va continuer jusqu'à ce que Zelensky décide d'y mettre fin. Nous espérons une issue positive. Nous avons fait un premier pas. Une fois de plus, espérons que cela mènera à quelque chose de bon. Le président américain Donald Trump a salué un joug potentiellement grand pour la paix, tandis que les Européens accentuent la pression sur Moscou pour un cessez-le-feu. La Turquie, hôte proposée des négociations, s'est dit prête. Après une poussée de fièvre ces dernières semaines entre les deux géants économiques, l'heure semble désormais à l'alchimie. Les États-Unis et la Chine vont suspendre pendant 90 jours une partie de leurs droits de douane imposé dans le cadre de la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Cette suspension doit prendre effet d'ici le 14 mai suivant. La Chine et les États-Unis mettent de l'eau dans leur vin. Engagés dans un bras de fer commercial, les deux géants annoncent la suspension des droits de douane pour une période de 3 mois. L'annonce a été faite lundi après des négociations entre responsables chinois et américains le week-end à Genève. La période de répit débute mercredi 14 juin. Nous sommes parvenus à un accord sur une période de 90 jours et nous avons considérablement réduit les niveaux des droits de douane. Les deux parties
En ce qui concerne les droits de douane réciproques, réduiront leurs droits de 115%. Les 3 mois d'accalmie seront mis à contribution pour poursuivre les négociations alors que la guerre commerciale sino-américaine inquiète. Le feu avait été mis aux poudres par Donald Trump avec des tarifs douaniers jugés prohibitifs. Nous entrons dans une période de pause de 90 jours pour les négociations que les États-Unis et la Chine se sont engagés à respecter. Les Chinois réduisent également leurs droits de 115% à 10% et suppriment les contre-mesures qu'ils avaient mises en place. Pour les marchés, c'est tout sauf une mauvaise nouvelle. Les droits de douane américains concernent aussi plusieurs pays, dont ceux du continent africain. La Fédération internationale de football a annoncé la création d'une équipe dédiée aux réfugiés afghans. Le Conseil de la FIFA a approuvé le plan d'action en faveur du football féminin afghan, lequel prévoit de créer une équipe de réfugiés afghans. C'est après moi. Alors que des millions de femmes à travers le monde aspirent à jouer au football, beaucoup restent encore privés d'accès au terrain. Face à cette réalité, la FIFA a annoncé la création d'une équipe dédiée aux réfugiés afghans, une initiative qui s'inscrit dans un effort plus large visant à rendre le football féminin plus inclusif et accessible. Une autre décision importante prise aujourd'hui par le Conseil de la FIFA, toujours en lien avec le football féminin, est la création d'une équipe de réfugiés afghans. Nous connaissons tous la situation difficile en Afghanistan. Nous poursuivons bien sûr notre engagement diplomatique avec le pays, mais en attendant, nous voulons offrir aux femmes et aux filles afghanes partout dans le monde la possibilité de jouer au football. C'est pourquoi nous avons décidé de former une équipe de réfugiés qui pourra disputer des matchs amicaux dans un environnement encadré par la FIFA, s'entraîner ensemble et pratiquer ce sport. En tant qu'instance dirigeante du football mondial, nous avons le devoir et la responsabilité de créer les conditions nécessaires pour que chacun puisse jouer où qu'il se trouve. Cette décision marque une avancée concrète dans cette direction. Cette initiative s'inscrit dans un contexte plus large d'expansion du football féminin. Après avoir élargi la Coupe du Monde féminine à 32 équipes, la FIFA a annoncé vendredi son extension à 48 équipes dès l'édition de 2031. Ici prend fin ce rendez-vous de l'actualité. Merci de rester en notre compagnie. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.